Déjà le C'est bon, allez-y. Voilà. Voilà. Donc écoutez, bonsoir à tout le monde. Certains sont déjà là, certains vont venir dans le courant du cours. Je commence à dire quelques mots, donc un petit mot halachique sur la parachat de Béchalar, fameuse parachat de l'ouverture de la mer, Cher Moshe. Dans cette parachat, on rapporte l'histoire de la manne. La fête manne, qui descend du ciel et qui nourrit le cas Israël. Le tour dans le Shulchan Aruch, tout à fait au début du Shulchan Aruch, Siman Aleph, il nous rapporte que le parachat Aman, on l'a dit tous les jours, et le Bet Yosef, sur le tour, vous savez, le tour c'est la source du Shulchan Aruch, c'est la raison pour laquelle on dit la parachat Aman, chez Yamin, chez Kol Benonota Ba'imlo Be'ashgacha, pour qu'un juif ait la Emouna, pour qu'un juif ait la croyance forte, ferme, sans le moindre safek, sans le moindre doute, que quoi? Que tout vient d'Akashbochou, de Ashgacha Pratit. Et dans le Levouche, dans les grands poskim, il nous est ramené que la manne en question, que Akashbochou a envoyé, vraiment Bédikdouk, la tête est Kolechad Vechad Goule, Romer la Goulgolette, une certaine quantité fixe pour chacun, ni plus ni moins, l'école à Nefshot Beto. Extraordinaire. Donc on lit tous les jours par Shataman, de la sorte qu'on se rappelle, on se souvienne que pendant toutes les années qu'ils ont passées dans le désert, Dieu envoyait la parnassa à chaque juif, quantité pile ce dont ils en ont besoin. Et donc ceci, ça renforce notre Emouna. Le concept de Emouna, il y a le concept de Bitachon. De ça, on va parler. Alors, eh bien, sachez que dans le Shulchan Aruch de Zaken, rapporte aussi ces mots-là du tout. Dans la première édition, vous savez qu'il y a eu 2 éditions de Zaken qui sont rapportées dans les éditions classiques. Et puis il rapporte dans la 2e édition, 2e Noussach, 2e version, il dit la chose suivante, et c'est sur ça que on va mettre le doigt ce soir. Pourquoi est-ce qu'on dit la manne? Il nous dit à Zaken, Livtoar be'Hashem notel lechem davar yom beyomo. Pour être botéar que Dieu envoie la parnassa, bechol yom beyomo. Yom beyomo. On voit, je répète les mots que je viens de dire, on voit 2 shinuyim dans la première édition, celle du Bet Yosef et du Levouche. De quoi? On parle de Emouna, que la Emouna, que Dieu nous envoie la parnassa. Dans la seconde, Mahadora, dans la 2e édition, Admorazaken, il change le mot Emouna, il le change en Botéach, Bitachon B'Hashem, confiance dans Hachem, et qu'il envoie tout, pas la parnassa du clan d'Israël, Davar Yom Beyomo. Première chose, on a remplacé la Emouna, la foi, en Bitachon, en confiance. Et deuxièmement, on a remplacé que Dieu nous donne tout par le fait qu'il nous donne Yom Beyomo, au jour le jour, comme on dit en français. C'est quoi le point essentiel de ces changements? Pour cela, il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre la Emouna et le Bitachon. Il y a des livres de l'Israël, beaucoup de livres qui s'appellent Emouna ou Bitachon. Foi et confiance en Dieu. Ce sont 2 concepts fondamentalement différents. Le Bechaye, les grands, les Rishonim disent, on peut avoir Bitachon, on ne peut pas sans avoir Emouna. On ne peut pas avoir Bitachon sans Emouna. Quelqu'un qui est Boter B'Hashem, qui a confiance absolument en Dieu, c'est qu'il croit en Dieu, c'est évident. Par contre, l'inverse, ce n'est pas juste. On connaît tout le cas d'Israël, ils sont Ma'aminim, Bene Ma'aminim, ils sont croyants, fils de croyants, mais pas forcément, ils ont l'amidat à Bitachon forte en eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout le monde est convaincu, il y a un Dieu qui dirige le monde. Il a créé le cas d'Israël, il nous a donné les mitzvot. On sait qu'il nous donne de manière générale, ce dont on a besoin. Mais est-ce que cette croyance me donne une menuchat hanefesh, une tranquillité d'esprit? Je suis tranquille, je peux dormir chaque jour, sachant que demain, il y a une portion qui m'est réservée. Ça, c'est déjà, je pense que tout le monde le ressent, une autre madriga. C'est tout à fait une autre madriga d'arriver à ce niveau, de dire que chaque jour, on dort tranquille, sachant que nous
prépare la parnassa de demain. À la limite, ça voudrait dire, si on veut aller pousser jusqu'à l'absurde raisonnement, si j'ai de l'argent aujourd'hui, je peux tout donner à des animes, je suis sûr que demain, que je vous trouve, va me donner ma parnassa. C'est déjà un grand niveau, il y a des tzadikim qui vivent comme ça. Vous voulez que Dieu leur donne en parnassa, yom beyomo, au jour le jour. C'est une autre madriga. Et ça, c'est le point que Admour Azaken voulait être madish, mettre l'action dans la parashat Aman. La parashat Aman peut nous donner la force de Mouna, comme c'est marqué dans le Beth Yosef, dans le tour. Chez Yamin, que je vous va tout donner. Okay, mais pas forcément, hein. Ça nous donne un travail. Il peut avoir une émouna, bien sûr. Mais vous savez très très bien, beaucoup de gens ont une émouna, ils ont croient en Dieu, ils sont prêts à donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Mais dire maintenant, je suis complètement quitte, sur mes deux oreilles, je suis sûr qu'il n'y aura aucun problème de parnassa, et je vais pouvoir manger, m'habiller, me loger, marier les enfants et tous les besoins. Ça, c'est une daga, c'est un souci. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous donne une autre version des choses. Et c'est cette version que Admor Zaken apporte dans la deuxième édition de son Shulchan Aruch. Il dit la chose suivante, c'est que l'Aman doit nous donner une force, bien sûr de Emouna, c'est évident. On a Emouna, on croit, mais de Bitachon. Soit Boter Ba'Hashem. Boter, ça veut dire, premièrement, tranquille, travaille sur ta tranquillité d'esprit. Il peut y avoir des moments difficiles, il y a des moments difficiles, ça fait partie de Avodat Anisionot, la Avodat des épreuves, c'est une épreuve, mais il faut s'habituer soi-même, son épouse, ses enfants, dire ne t'inquiète pas, que Baruch Hu est avec nous, pas parce que j'y crois seulement de manière théorique, parce que non seulement il est avec nous, mais il est mashgiach à la chalonot sur tous les actes que l'on fait et sur les besoins que l'on a. C'est-à-dire, c'est sûr que Baruch Hu s'occupe de nous. Ça ne veut pas dire que j'ai tout ce que je pense me devoir, ça c'est déjà une autre question, mais ce dont on a besoin pour vivre, pour faire Avodat Hashem, pour aider son prochain, pour s'aider soi-même, sa famille, ses enfants, ça, on peut avoir bitachon, confiance, j'ai confiance. Comme, prenons un exemple très simple, comme les enfants qui vivent dans une famille, même s'ils savent que les parents ne sont pas très riches, ils dorment tranquilles. Ils savent de toute façon, papa, maman vont se débrouiller pour nous apporter à manger. On ne mourra pas de faim. Allez, shalom. Voilà. C'est vraiment un bon exemple que chacun peut ressentir. Vous avez tous grandi dans une famille. Je ne pense pas que jusqu'à un certain âge, quand vous êtes avant le mariage, vous êtes soucié de savoir s'il y avait de quoi manger. Nos enfants ne sont jamais souciés là-dessus. Pourtant, quelquefois, ils ont vécu avec des parents qui étaient des avrechés collèles, qui avaient vraiment à peine de quoi manger. Mais eux, les enfants, ils dormaient tranquilles. Ils n'ont pas eu le moindre doute qu'il y aurait de quoi manger. C'est ça que la Parashat Aman, dans la deuxième édition de Admor Zaken, nous enseigne. Ne vous inquiétez pas, soyez comme les enfants à la maison. À la maison, ils sont tranquilles, ils dorment. Papa, maman vont se débrouiller. Peut-être eux, ils ont des soucis, mais nous, les enfants, on n'a pas de soucis. On est sûr que ça va aller. Ça, c'est vraiment un très, très grand enseignement pour nous. C'est intéressant que le rabbi fait un pile-poule à Rafik là-dessus. Il dit qu'il y aurait peut-être un afkamina, une différence, d'après les deux raisons. Est-ce que c'est Mouna ou c'est Bitachon? Si il faudrait dire c'est Parashat Aman, même Shabbat. Même Shabbat. Si nous disons que c'est une histoire de Emouna de manière générale, eh bien, de manière générale, même Shabbat, je dois le dire. J'ai confiance, j'ai Emouna en Hachem, que de toute façon, il va se débrouiller. Même Shabbat aussi, il va s'arranger pour que j'épargne ça. Mais si on dit que la manne, c'est essentiellement pour le bitachon, que chaque jour, au jour le jour, Dieu nous donne, ça, Shabbat, j'ai rien à demander, Dieu ne donne rien, Shabbat. Comme on le sait, il a donné Erev Shabbat une double portion. Donc Shabbat, il faut dire, bon, mais le rabbi constate quand même que le minak, c'est quand le minak de le dire tous les jours, même Shabbat compris. Donc voilà, donc là je conclus ce petit mot qui est chaleureux, qui est chaud, hein, que lire Parashat Aman, se rappeler que pendant 40 ans, Dieu a incrusté dans les gènes du clan d'Israël, c'est bien sûr cette trouna, cette tendance, ce trait de caractère de la Emouna, qu'on croit en Dieu, mais surtout bitachon, ça veut dire tranquillité d'esprit. Ça n'empêche pas des moments difficiles, que nous estimons difficiles, des moments de Nisayon, des moments où certains parents disent j'ai beaucoup d'enfants à marier, comment vais-je faire pour le marier? Enlever la daga du cœur, enlever le souci du cœur. Les enfants, Bezrat Hashem, on va les marier. Ils seront mariés
Peut-être que ça ne sera pas dans l'opulence que l'on pensait mettre, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils soient mariés. Et quel que soit le nombre d'invités, il y aura de toute façon une simra. Et je sais que, et j'ai vécu moi-même cette expérience, que très souvent dans les mariages où il y a moins d'invités, où il y a moins de luxe, il y a moins de clinquants, eh bien, il y a une simra pour être cette guédère, que les gens ils se donnent davantage. Donc, de toute façon, la simra sera là, ils seront mariés, les parents ne seront pas ruinés à faire des mariages qui sont hors de leur budget. Voilà donc ce que nous enseigne un des enseignements de Parshat Béchalach, l'ouverture de la mer, les merveilles qu'ils ont vues, que la plus petite servante a vu ce que Yecheskel Ben Bouzi n'a pas vu, ils ont vu les Atzmout, ils ont vu Dieu lui-même. Eh bien, un de ces enseignements, c'est comment un juif doit vivre dans le quotidien. Toujours en étant Boter Bat Hashem. Boter Bat Hashem. Très, très important. Lisez, achetez le Chovot HaLevavot. Le rabbi conseille souvent de lire le paragraphe, le chapitre, le pérec qui parle de bitachon dans Chovot HaLevavot, Bechayes, c'est des Rishonim, le lire, le relire, s'imprégner, s'intégrer de ces choses-là, ce qui fait que quand on a un Nisayon, en se souhaitant de jamais en avoir, l'autre est vieni l'Nisayon des Bisayon, ne m'amène jamais dans une situation d'épreuve, mais quand ça arrive, bon, on le prend comme un homme qui doit prendre. Encore une fois, c'est comme une maman à qui il y aura un Nissan avec ses enfants. Elle sait que c'est son enfant, elle va s'en occuper. De toute façon, elle va tout ira bien. Voilà. Ça, c'est le point que je voulais vous dire donc, sur un point de la paracha. Nous allons étudier un sujet, je pense qu'on va faire un cycle de cours sur. On va revenir sur Shabbat, mais pas sur les melachot, sur les isurim des Rabbanan que les Chachamim ont ajouté sur les melachot. J'ai eu certaines suggestions, j'ai eu des personnes m'ont laissé des messages pour des sujets qu'on pourrait traiter. Comme j'ai demandé la semaine dernière, Bezat Hashem, Belin Neder, on tâchera de traiter ces sujets. Un, c'est comment faire pour qu'une pâte motzi devienne maisonnote. D'autres sur d'autres sujets de manière plus générale, sur la cache-route, etc. Bezat Hashem, on reviendra. Un jour par semaine, on attend de brasser beaucoup de sujets. Mais en attendant, après avoir fini donc une longue étude sur Mouktsé, j'espère que vous faites plus attention à Mouktsé pour résoudre les problèmes maintenant, avec ce qu'on a dit les dernières semaines. Nous allons étudier donc le Issour des Rabbanan, Shabbat, qui s'appelle Shehiya. Shehiya. Qu'est-ce que ça veut dire Shehiya? Pour expliquer ce que c'est que Shehiya, d'abord, traduction des mots, c'est laisser un mets sur le feu. Dishot nan. Dishot. Je pose une casserole sur un feu avant Shabbat. Pour que vous compreniez bien déjà ce dont on va parler, il faut bien intégrer le fait qu'une melacha s'accomplisse pendant Shabbat n'apporte aucun issour, aucune interdiction dans les melachot Shabbat, si l'acte que j'ai fait, je l'ai fait Erev Shabbat. Il faut bien comprendre ce point-là. Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés de cela. Mettre un plat cru sur le feu juste à l'entrée de Shabbat, avant Shabbat, et que le plat il cuit tout seul, on ne transgresse aucun interdit de la Torah. La Torah a dit Otasu kol mlacha, mais quand je n'ai pas le droit de faire mlacha, Shabbat. Si j'obtiens un résultat Shabbat, mais que je n'ai rien fait, aucun acte pour qu'il soit fait, je n'ai pas transgressé Mina Torah, d'après la Torah, le Issur. Un exemple que tout le monde pratique, je pense que tout le monde utilise des minuteries pour allumer des lumières, pour éteindre des lumières. Il y a une mlacha qui se fait, mais ce n'est pas moi qui le fais, j'ai programmé, c'est la machine qui le fait. Il n'y a pas d'interdiction Minatora, aucune interdiction de faire que des machines travaillent pour moi. De manière générale. Je ne parle pas du problème général qu'on pourrait laisser des usines marcher toutes seules comme ça avec des robots. Je ne parle pas de ça. Les cas classiques, minuterie pour allumer, éteindre les lumières, etc. Il y a une mlacha qui se fait, il y a une lumière qui s'allume. Il n'y a aucun interdit Minatora de cela. En l'occurrence, c'est même permis Midrabanan de mettre une minuterie et qu'elle allume la lumière. Bon, il y a eu des discussions au début de l'apparition des minuteries. Finalement, le minac s'est instauré quand on allume des lumières avec des minuteries, on les éteint. Cependant, et ça j'arrive maintenant,
il y a une interdiction, Midé Rabanan, de prendre un repas, Erev Shabbat. Exemple, vous êtes rentré tard chez vous, 5 minutes avant l'allumage des bougies. Vous remplissez la cocotte minute avec de la viande crue et des légumes crus. Vous fermez la cocotte minute, vous mettez sur le feu, sur la gazinière. Comme ça, sans précaution. Après, la maman va allumer les lumières et puis le papa il va à la choule et puis en rentrant, le mets peut être cuit. On constate qu'il est cuit. Cet acte-là en question, c'est l'acte qui s'appelle, dans le langage des poskim, Shehiya. Shehiya Erev Shabbat. Laisser sur un feu un plat afin qu'il cuise sur le feu. Les Chachamim ont interdit cette chose. Voilà. Donc, prendre un morceau de viande, un morceau de poulet, prendre des légumes, les mettre dans une casserole sur le feu, Erev Shabbat, sans aucune précaution telle que, et ça cuit comme ça, c'est interdit Midé Rabanan. Pas mis la Torah. Ça cuit tout seul, donc la Torah ne m'interdit pas, c'est les Chachamim qui interdisent. Pourquoi? La phrase, ramenée dans la Gemara, Asur Shema Yechate Begehalim. Peut-être qu'on peut être amené à attiser les braises. Pourquoi on peut être amené à attiser les braises? Tout simplement parce que le mets que je mets sur le feu, il n'est pas cuit, à l'entrée de Shabbat. Et le temps de faire la tuila de Harvit et que le papa rentre dans la maison, il se peut, une bonne probabilité que le mets n'est pas cuit. Donc, on peut être amené à l'époque de la Gemara, à attiser les braises afin que le feu monte et cuise l'aliment. C'est la première chose. De nos jours, ça se traduit par le fait de monter le gaz, l'intensité du gaz. Si c'est électrique, si c'est une gazinière électrique, c'est le fait de monter la puissance de l'électricité. Donc, la même chose. Cela est interdit, et vous avez compris que si on est Mechate Begechalim, on transgresse, alors il y a des grandes discussions dans la Rishonim ici, mais en tout cas, on transgresse l'interdiction de Mavir, Mavir, c'est allumer un feu, augmenter l'intensité d'un feu, c'est Mavir, et aussi l'interdiction de cuire en Shabbat. Parce que quand vous augmentez la puissance du feu, donc l'aliment qui n'est pas complètement cuit se cuit. Donc, vous aidez la cuisson. Voilà. Et bien en tête que prendre un repas cru, le mettre sur le feu, Erev Shabbat et qui cuit, c'est interdit Midé Rabanan, ça s'appelle Shehiya. Première halakha. Est-ce que nos Chachamim ont donné des solutions pour solutionner ce problème? Est-ce qu'il y a des moyens en faisant des ékérim, des signes de reconnaissance, en faisant quelque chose pour pouvoir quand même laisser un repas sur le feu? Alors, la première solution, et certainement la plus facile à accomplir, c'est de faire en sorte que le feu, il s'appelle Esh Garouf Okatum, un feu qui est ou recouvert ou bien sur lequel on aurait poussé les braises dans un coin. On va retenir surtout la première, à savoir recouvrir les braises avec de la cendre. Garouf ligon. Et Katum, ça veut dire recouvrir. Tom, ça veut dire recouvrir. Chez nous, pour que vous compreniez de quoi il s'agit, il faut tout de suite actualiser de nos jours pour que ce soit plus parlant. Vous avez le feu de la gazinière ou bien le feu électrique, c'est la même chose, c'est un feu. Il y a des résistances en tout et dessus, il y a donc le morceau de fer et vous avez l'habitude de mettre les casseroles sur la gazinière électrique. Alors, sur le feu vraiment, le feu à gaz ou bien sur la gazinière électrique, vous avez mis directement sur le feu. Sachez que si vous recouvrez ce feu, donc vous recouvrez le feu à gaz ou bien le feu électrique, vous le recouvrez avec, en Amérique, ça se fait très très fréquent, je pense que tout le monde a connu ça, quand ils achètent des grosses gazinières, ils achètent avec le blur, avec une plaque, une tôle. La tôle est achetée, les dimensions de la gazinière et ça couvre tous les feux. Donc les feux sont allumés, mais ils sont recouverts avec une tôle. Donc, le feu étant couvert, nos Chachamim ont dit qu'on a fait un signe de reconnaissance. Je vous rappelle, à l'époque de la Gemara, il y a de 2000 ans, on prenait de la cendre et on versait de la cendre sur les braises, ce qui fait que les braises diminuaient légèrement
d'intensité, et ça faisait un signe de reconnaissance, ça faisait ce qu'on appelle un gilou da'at. Dans notre tête, on prenait conscience qu'il y avait un problème avec le feu, au cas où on oublierait. Et donc, les Chachamim, nos sages, ont estimé que ce signe-là en question était suffisant pour nous rappeler que si on avait une tendance, un yetzer hara, de monter le feu parce que le repas n'est pas cuit, eh bien, on va se rappeler que non, puisque on va avoir une situation un petit peu hors norme, que quoi? Que le feu, les braises sont couverts avec de la cendre, et de nos jours, on voit une gazinière couverte avec une tôle, ou pour être plus simple, plus concret, vous prenez, on va dire, même 2 couches de papier aluminium, vous recouvrez la gazinière avec du papier aluminium. S'il est un peu épais, il ne risque pas de se déchirer. Donc, vous avez fait un signe de reconnaissance en recouvrant le feu, et auquel cas, vous avez parfaitement le droit de mettre une casserole avec un aliment complètement cru sur votre gazinière recouverte avec le papier aluminium. Sikoum, conclusion, je viens de vous dire une halakha extraordinaire. Si un jour vous êtes en retard, vous arrivez à la dernière minute chez vous, 5 minutes avant l'allumage, vous allumez votre gazinière, électrique ou à gaz, vous recouvrez les feux avec une couche de papier aluminium, de préférence un peu épaisse, c'est mieux, mais une suffit en principe, mais bon, c'est mieux de mettre, si vous avez une tôle, tant mieux, vous pouvez prendre un plateau qui est dans le four, plateau du four, c'est ce qu'on a l'occasion de faire chez nous. Dans le four, on a un grand four avec un grand plateau, on prend le plateau, on le met on allume 2-3 gaz, mais on recouvre avec le plateau. Auquel cas, j'ai le droit de prendre ma dafina, le repas du lendemain ou le repas du vendredi soir, je peux le mettre complètement cru sur ma plaque, sur ma gazinière recouverte avec la plaque, et la laisser cuire. C'est une belle chose. Certains m'ont étonné, comment? Cru, complètement cru? Réponse, oui, complètement cru. Pourquoi? Tout simplement parce que les Chachamim ont estimé que dans la mesure où j'ai fait ce fameux signe de reconnaissance en recouvrant le feu, je ne vais pas être amené à attiser les braises, à être mehaté begahali. Ça, c'est le premier éther. Je vais ajouter, ça ne touche pas à ce que je suis en train d'expliquer, mais ça va nous servir pour la suite, que le fait de recouvrir le feu va me donner la permission ensuite, le Shabbat midi, lorsque j'aurai servi la famille, je sers toute la famille, avec les conditions dont vous avez certainement entendu parler, je prends la marmite, je la tiens toujours dans la main, je ne la lâche pas, j'ai l'intention de la remettre sur le feu, donc je sers tout le monde, après je reprends la marmite avec la dafina dedans et je remets sur le feu. Ça, ce n'est permis que si le feu en question, il était garouf vekatum, il était recouvert. S'il n'était pas recouvert, interdit. Donc le fait de recouvrir, ça me donne 2 grands éthérimes. Premier éther, première permission, c'est laisser le repas avant Shabbat complètement cru sur le feu. Deuxième permission, c'est qu'une fois qu'il est cuit le lendemain, ou le soir, s'il est cuit, j'ai le droit de servir la famille et remettre sur le feu. Que si le feu n'était pas couvert, c'est complètement interdit de remettre sur le feu, même si le repas était complètement cuit. Pourquoi? Parce que, bon, ça, je dis, il y a un deuxième issour, je parlerai plus tard, je ne vais pas insister sur ça, qui s'appelle Chazara, et qui est interdit, Chazara, l'erzir tnan, remettre sur le feu, Shema, pas Shema, parce que c'est Merzek Mevachel, c'est Nirek Mevachel. Le fait de remettre une casserole sur un feu non couvert, comme c'est directement sur les flammes, la photo que vous présentez devant les observateurs, une photo d'une personne qui cuit, et même qu'on ne cuit rien parce que c'est déjà cuit, et un bichoul achar bichoul, malgré tout, l'image que je donne, c'est une image de quelqu'un qui cuit, chachamim interdit. Voilà donc le premier éther. On peut laisser un repas cru sur le feu si le feu est couvert. Deuxième éther que nous avons, qui est le suivant. Alors ça, je vous préviens tout de suite que le éther que je vous donne, c'est une marloquette, très vieille marloquette, très vieille divergence d'opinion. Depuis les Rishonim, depuis les Tanaïm, pardon, dans la Mishnah, Perek Shlishi de Shabbat, Kira, Isikwa, Bekash ou Begvar. Kira, un feu qu'on a allumé avec des combustibles. Il y a des Tanaïm qui interdisent de mettre un repas sur le feu, même, bien comprendre la chose, dans tous les cas, il n'y a aucun éther. On ne peut jamais, même que le mets complètement cuit,
Et s'il est complètement cuit, on va être amené à attiser. Il est complètement cuit. La maman dit, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, quand je mets mes marmites sur le feu vendredi, tout est cuit. Donc, je ne risque pas d'augmenter le feu, c'est cuit. Quand même, c'est interdit. Et sachez que ce que je vous dis là, c'est le psak du Bet Yosef, donc pour les Sfaradim. Ça veut dire, pour les Sfaradim, il n'y a aucune permission de laisser un mets sur le feu non couvert, quand ce n'est pas couvert. Interdit. Il y a une exception, c'est l'eau, on en parlera après. Par contre, il y a une chita dans les Tanaïm, ça s'appelle ça de Hanania, et qui dit la chose suivante. Alors, suivez-moi bien, que si le mets en question, la finale, le plat que vous mettez sur le feu, il est déjà cuit à moitié. Alors, tout le monde demande, ça veut dire quoi à moitié? Ça, je suis incapable de vous donner, je ne suis pas un grand cuisinier, mais ça, je me retourne chez les mamans. Elles savent que telle dafina, c'est vrai qu'elle va mijoter tout Shabbat, mais elles savent à peu près, en gros, elles savent à peu près combien de temps il faut pour qu'elle soit cuite, mangeable. On va dire, en général, le morceau de viande qu'elle a mis, selon la grosseur, elle a quitté de la viande, c'est de la viande de bœuf, c'est de la viande de poulet, c'est 1 heure, disons. Si pour qu'elle soit mangeable, ni de bachel kol torko, il faut 1 heure, alors si le plat en question, il a cuit pendant 1 demi-heure, la moitié du temps, on peut le laisser sur un feu non couvert. Dans le terme technique de la Gemara, si elle est cuite, nit bachel, qui ma'achal ben drosai. Un monsieur qui est un brigand, qui a grande route, ça fait des milliers d'années qu'on parle de lui, c'est rapporté dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, il mangeait les choses à moitié cuites. Donc les Chachamim apportent une preuve de là que quand quelque chose est à moitié cuit, c'est déjà mangeable. Et comme c'est déjà mangeable, à l'entrée de Shabbat, ils ont estimé que le chachash, la crainte que l'on puisse être amené à attiser des braises, est suffisamment faible pour qu'on n'interdise pas de laisser ce mets sur le feu. Ça veut dire, disons que l'entrée de Shabbat, c'est à 6 heures. Il est 5h30. La maman, elle sait que si elle met sur le feu non couvert, je dis bien non couvert, parce que si c'est couvert, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a aucun problème, je peux mettre le plat, la casserole, le mets, je peux le mettre cru, complètement cru. Mais si maintenant je n'ai pas de beurre, je n'ai pas de plaque, je n'ai pas de tôle, je n'ai pas de papier aluminium, je veux laisser sur le feu vif. Les flammes, je les vois le feu, et je veux laisser ma dafina sur les flammes. Est-ce que j'ai le droit? D'après cette chita que je suis en train de citer, qui est la chita du Rama, et qui est la chita du Admor Hazaken, donc pour les Chabad, c'est top. Si le mets, il est cuit à moitié, ça veut dire que quand j'ai mis sur le feu à 5h30, pour reprendre mon exemple, et que la maman, elle affirme qu'à 6h, à l'heure de l'entrée de Shabbat, c'est cuit à moitié, j'ai le droit de laisser ma dafina sur le feu non couvert. Et ça, c'est la deuxième solution. Deuxième solution pour ça que je vais dire Ashkenaz, pour les Chassidei Chabad, c'est que j'ai une solution, j'ai une possibilité de laisser sur le feu ma casserole de poisson, ma casserole de viande, le bouillon, tout ce que je veux. Dans quelles conditions? Si je sais, j'ai vérifié, je sais, j'ai une connaissance claire que ce mets en question, il est déjà arrivé à la moitié de sa cuisson. D'après certains, même en cas de besoin, même si c'est arrivé au tiers seulement, ça suffit. Bon. Si vraiment on a besoin de chatatachak, en cas de besoin, le tiers seulement, c'est vite fait. Quelque chose qui cuira en 1 heure, il suffit qu'il y ait 20 minutes de cuisson que ça y est, déjà, on peut le laisser sur le feu. Donc là, je vous ai donné une deuxième solution pour laisser un mets sur le feu. Deuxième solution, c'est que le mets en question soit cuit à moitié à l'entrée de Shabbat. Encore une fois, ceci n'est pas juste pour les Sfaradim. Pour les Sfaradim, il faut absolument que le feu soit couvert. Bon, juste pour mémoire, hein, s'il y a des gens qui connaissent un peu les différences, le Rav Ovadia Yosef, même dans cette halakha, il est mikil aussi, comme les Ashkenazim. Il dit que quand c'est cuit à moitié, on peut le laisser. Bon, lui, il learn dans le Shulchan Aruch que le Bet Yosef, il a changé d'avis. Bon, c'est une grosse discussion, je ne vais pas allonger là-dessus. En tout cas, hein, moi, je connais beaucoup de Sfaradim, Charidim, qui ne mettront jamais une dafina sur un feu si le feu n'est pas couvert. Bon, comme
la page toute du Mechaber, dans le Siman Resh Nun Gimel, hein, pour ceux qui veulent voir, Resh Nun Gimel, où le Mechaber dit clair que c'est interdit si le feu n'est pas couvert. Donc, je vais résumer. Je vais résumer les deux halakhot que je viens de dire, qui sont vraiment fondamentales, qu'il faut bien connaître, et surtout arriver à les mettre en pratique. Je résume, j'écoute vos questions, et ensuite on va passer à la deuxième partie. Donc, j'arrive un peu tard chez moi. Quelle solution ai-je pour laisser des plats sur la gazinière, sur le feu, etc., sachant qu'il me reste très peu de temps pour que le mets en question, le plat en question soit cuit avant Shabbat. La première solution, la plus simple, c'est que j'allume le feu de ma gazinière et je le recouvre avec une tôle, du papier aluminium, le feu couvert. On appelle garouf vikato. Auquel cas, je peux mettre mon plat de viande, de poisson, tout ce que je veux sur le feu couvert, et c'est permis, j'ai aucun problème. Bien sûr, je n'aurai le droit de prendre cette marmite que si j'ai la certitude que c'est cuit après. Pas le prendre 2 minutes après, le remettre. Parce que c'est sûr que je vais continuer la cuisson. Mais en général, quand on fait ça, c'est pour le lendemain, on va le manger le lendemain. Deuxième solution, si on ne peut pas couvrir, pour une raison quelconque, on ne peut pas couvrir, la deuxième solution, c'est de faire en sorte de s'assurer que le mets en question, qui a commencé à cuire avant Shabbat, il est cuit au moins jusqu'à la moitié. En cas de besoin, même le tiers suffit. Si c'est cuit à moitié, je peux laisser sur le feu non couvert. Quand le feu est couvert, je peux laisser quelque chose complètement cru. Quand il est couvert, je ne peux le laisser, étant donné que je vois les flammes, qu'il y a un chachash, j'ai peur que j'attise des braises, il y a un chachash, mais comment j'enlève le chachash? Moi, j'enlève le doute, le problème possible, eh bien, je l'enlève parce que c'est déjà cuit à moitié à ma entrée de Shabbat. Donc, en fait, ça ne sert pas à grand-chose d'attiser les flammes, dans la mesure où, de toute façon, c'est cuit à moitié. Et le temps, je vais ajouter un petit peu, même le temps de rentrer, que le papa il rentre de la chute, ça y est, ça sera cuit pratiquement en entier. Voilà donc les deux solutions qu'on a pour laisser un mets, ou cuit entièrement, ou cuit à moitié, sur le feu avant Shabbat. Juste avant, pour clore cette première partie, on va dire, quelle est la Hagdara? L'Hagdara, c'est-à-dire quelle définition halachique a-t-on donné à la plata de Shabbat? Alors, l'immense majorité des poskim considèrent que la plata n'a pas un digne de feu de gazinière. Pour deux raisons. D'abord, c'est qu'en général, il n'y a pas de bouton qui permettrait d'augmenter la température, mais on va voir que ce n'est pas suffisant. La deuxième svara, la deuxième logique pour dire que ce n'est pas tout à fait un feu, c'est qu'on n'achète pas une plata shabbatique pour faire cuire. On l'achète pour qu'elle conserve nos aliments pendant Shabbat. C'est vrai qu'il arrive qu'on l'utilise pendant la semaine, hein, quand il y a des fois une bar mitzvah et tout, on voudrait réchauffer des choses et tout, mais il est clair que ce n'est pas quelque chose qui est moukdar, qui est défini comme une source de cuisson habituelle, comme un four, comme une gazinière électrique, un feu à gaz, etc. Donc, dans la mesure où et même je dis bien, il arrive qu'il y a des gaz électriques qu'on achète on branche sur cette heure comme ça, ce sont des feux. Un rond, il y en a un rond électrique, 2 ronds électriques, ce sont des feux, on achète pour cuire. En vacances, souvent on achète comme ça des petits feux pour cuire. On fait du camping, dans les VVF, etc. On branche ceci pour ne pas cachériser tout leur vaisselle, vous voyez. Mais on les achète pour cuire. Mais dire qu'une personne achète une plata shabbatique pour cuire, sauf vraiment quelqu'un qui est mis à clal, on ne sait pas. Donc ça veut dire, dans la mesure où c'est quelque chose qui n'est pas fait pour cuire, le chachash, le doute que l'on puisse être amené à méchater, à attiser les braises ou à monter la température, tout ça, hein, disent les poskim qu'on ne craint pas. Ce qui veut dire, c'est ça la troisième halakha très importante que je voulais vous laisser, c'est que la plata de Shabbat est considérée comme un feu gaou vekato, comme un feu recouvert, comme une gazinière avec la plaque d'aluminium ou la plaque de tôle. Et donc, on a le grand éther de pouvoir laisser la dafina crue dessus. Donc, vous pouvez prendre une dafina crue, vous mettez dans cocotte minute sur la plata shabbatique, elle cuit pendant tout Shabbat, et vous la mangez le Shabbat midi.
Ve'od, deuxième éther, c'est que puisque c'est un feu couvert, une fois que j'aurai pris cette daf, que j'aurai servi la famille, je pourrai la remettre sur la plata, parce que la plata, encore une fois, a la Agdara, le din d'un feu couvert. Voilà, troisième chose que je voulais dire. Maintenant, vos questions, montrez-moi que vous avez compris ce que je dis et que ça nous permettra donc d'avancer un peu dans la question. Allez-y, je vous écoute. Oui, Pardon. c'est exactement la question que je voulais poser. Donc le fait de la plata, c'est une tôle, donc c'est comme si on avait couvert une gazinière. Donc voilà. Donc on peut, voilà, c'est ça que justement, c'était la question que je voulais poser. Bon, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse? Bon, mais c'est sur Mouxé et après, ou on laisse pour une prochaine. Ah non, allons-y. Écoutez, si ça demande une grande réponse, on laissera. Si je peux répondre rapidement, bon, je réponds rapidement. Allez-y. Voilà. Oui, on a eu une personne qui nous a demandé si on pouvait, est-ce que le fait de jouer des cartes, est-ce que c'était Mouxé le Shabbat? Et on a cru entendre que c'était permis, que c'était pas Mouxé, et puis que même c'était pas vraiment trié quand il jouait parce que c'était un plaisir, que c'était un jeu, que c'était une exception. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Écoutez, je vous réponds. D'abord, jouer aux cartes. On va dire que ce sont des enfants ou des femmes, parce que ça veut pour les femmes, c'est pour depuis tout le temps. On est d'accord. Il ne faut pas jouer aux cartes pendant Shabbat, parce que c'est. Ouais, non, oui, non. Mais disons pour des enfants ou des femmes, bon, qui veulent passer un peu le temps, etc. Alors, dire qu'il n'y a pas un problème de trier, je ne suis pas d'accord. Ouais, moi aussi. C'est évident que dans les jeux de cartes, on peut faire attention, on peut prendre toujours le bon du mauvais, etc. Mais vous savez très bien, quelquefois, on redistribue les cartes, on partage, on prend tel, on choisit. Dire qu'il n'y a pas un problème de boraire, c'est pas tout ça. Et c'est pas parce que ça donne plaisir, ça fait passer les enfants. Maintenant, cette personne qui vous a dit ça, je veux dire, on peut donner un jeu de cartes. C'est pas le meilleur chinois à donner, mais aux enfants pour qu'ils passent le temps, parce que les enfants, quand ils sont petits, s'ils font une aberra, un petit enfant qui a sa sucette par la bouche et qui sort dans la rue, on le laisse, vous voyez, parce qu'il sait faire al-datatmo. Un enfant qui fait al-datatmo, on le laisse. Mais dès qu'il est arrivé à Chinour, d'arriver à 6 ans, 7 ans, il comprend, il faut quand même lui expliquer qu'il y a quand même des problèmes, vous voyez. Oui, encore une fois, c'est pas mon cas, mais par exemple, quelqu'un qui aimerait, ce serait son onex, son plaisir de jouer aux échecs, par exemple, il pourrait pas théoriquement. C'est bien ce que j'ai cru comprendre. J'ai du mal à imaginer. Maintenant, encore une fois, je ne veux pas dire que c'est interdit de manière absolue. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, je vous ai donné des solutions pour éviter le problème de Moukté, le problème de Borer. Si vous prenez tous vos jetons, là, la dame, la reine, etc., et vous l'étalez sur un table, vous vous rappelez, je vous dis, donc vous cassez la table, en fait. Donc il n'y a plus un problème de Borer. Je ne dis pas que quelqu'un qui connaît parfaitement les halakhot, il peut peut-être s'en sortir. Mais dire qu'il n'y a pas de problème d'horaire, ce n'est pas vrai. Parce qu'il peut vraiment avoir des fois, on choisit, on les classe, on met les dames avec les dames, les jetons avec les jetons, vous voyez, les cavaliers avec le cavalier. Donc, ça peut arriver. Maintenant, quelqu'un qui connaît parfaitement la halakha, il peut s'arranger pour ne pas faire boraire. Mais moi, il faut vraiment bien connaître les halakhot boraire. Ouais, non, franchement, j'étais étonné d'entendre de la bouche d'un rav qui avait dit que c'était une exception. Bon, par rapport à Shabbat, c'est bon. Ok. Après, juste, je voulais bien vraiment très très rapidement, je ne vais pas monopoliser. C'est comment ça se fait qu'un éplucheur, il est mouxé pour éplucher, alors que on pourrait même prendre un marteau pour casser une noix. Si vous pouvez m'expliquer. Très bonne question. J'ai dit que l'éplucheur est moukté. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas le prendre pour faire une utilisation permise. Il est moukté, ça veut dire qu'il a la même magdara, il a la même définition qu'un marteau. Ah. Même que je prenne un marteau pour casser une noix, une noix de coco, je peux prendre l'éplucheur. Il me sert l'éplucheur, moi. Je le prends parce qu'il a une pointe, je n'ai pas l'équivalent chez moi. Et j'ai l'habitude, bon, on aura l'occasion de faire ça à la faute, quand j'ai le bouchon d'une bouteille, des bouteilles en fer, le bouchon il est en fer, je fais un trou dans le bouchon. J'expliquerai pourquoi après on fait ça, pour ne pas faire un kéli, vous voyez. J'utilise l'éplucheur pour faire un trou dans le bouchon. Je le prends. J'aurais pu prendre un tournevis aussi, si j'ai rien d'autre. Si je n'ai pas un couteau pointu qui fait ça, et souvent l'éplucheur, c'est vraiment la meilleure pointe que j'ai chez moi. Donc je le prends, tac, je fais un petit trou dans le bouchon, et comme ça, je peux ouvrir la bouteille. J'expliquerai pourquoi après. On aura l'occasion de parler de ça. Parce qu'il me semble que vous nous aviez dit que si c'était un Yom Tov,
il valait mieux prendre un couteau plutôt qu'un éplucheur pour préparer des pommes de terre, par exemple. Non. Si vous avez entendu ça, J'ai pas compris. j'ai envie de vous dire, ou je ne l'ai pas dit, ce que je pense, et si je l'ai dit, c'est plitat koulmous, c'est une erreur. C'est évident, je dis et je répète, je ne sais combien de fois j'ai dit répéter, je dis que l'éplucheur, il est mouktsé, donc on ne peut l'utiliser, comme je dis, que faire des trous dans les bouchons, mais éplucher avec pendant Shabbat, c'est complètement interdit, mais Yom Tov, c'est permis. Et chez nous, Baruch Hashem, avant Pessah, on n'achète que ça. On a une dizaine d'éplucheurs et tous les enfants sont à la pluche. Et l'idée, je vais l'expliquer d'ailleurs, comme ça vous allez retenir, parce que Yom Tov, ce qui est permis, des mlachot sont interdites à Yom Tov. Seulement celles que, alors le terme technique, c'est Aderer Laasot Yamim Rabim, des choses qu'on fait en grosse quantité, comme une personne qui voudrait faire toute sa récolte de blé pendant Yom Tov. C'est Ochel Nefesh, c'est permis. On dit non. Parce que la récolte, toute la récolte en général, c'est pour de nombreux jours, pas pour un jour. Donc c'est interdit. Par contre, l'éplucheur, il est fait pour quoi faire? Pour éplucher, pour nous, les tomates à Pessah, parce qu'on est marmire de tout éplucher, ou les pommes de terre, etc. Donc c'est pas un derrière avec cet ustensile-là de faire les Yamim Rabim. On fait ça juste pour un jour, pour 2 jours. D'accord. Et le Shabbat pourrait éplucher une pomme. Pour les invités, on peut. Avec un couteau. Alors pourquoi pas l'éplucheur donc? Alors c'est ce que j'explique. Alors, je vous ai dit pour Yom Tov c'est permis. Pourquoi Shabbat c'est interdit? Parce que Shabbat on n'a pas ce éther, si vous voulez, que ce n'est interdit que si on a l'habitude de faire pour des petites quantités. Parce qu'à Shabbat, même en toute petite quantité, même borer sur une pomme de terre, c'est interdit. Or, si vous utilisez l'éplucheur, l'économe, l'éplucheur est fait, c'est un ustensile de borer. Pas comme un couteau qui a diverses utilisations. Il est fait que pour séparer l'épluchure du fruit ou du légume. Merci. Donc, sa fonction étant une fonction de borer, il manquera une des 3 conditions, rappelez-vous, dans borer. Il faudrait peut-être reprendre encore ce shiur. Il faut 3 conditions pour que ce soit permis, c'est Beyad, Miyad et Ochel Mitor Absolet. Beyad, avec la main et pas avec un ustensile. Or, ça, c'est un ustensile. Le couteau, ce n'est pas un ustensile. Le couteau, c'est Yad Arechta, c'est la prolongation de la main. Mais l'éplucheur, c'est pas seulement la prolongation, c'est quelque chose qui a été façonné pour faire la séparation entre l'épluche et la pomme de terre. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Merci. C'est clair? Oui, c'était une bonne révision. Merci. Voilà, très bien. Autre question? Rav, je peux poser une question? Oui, allez-y, je suis là pour ça. Non, c'est juste, alors c'est une erreur peut-être de ma part, mais j'avais vu dans un ouvrage de Rav Forcash que une chala, on peut mettre à la blaire pendant Shabbat Mouta. Alors j'ai dû me tromper d'après ce que vous venez de dire, mais sur une plata, non. Ni sur le beurre, ni sur une plata. Ah bon? Ah ben, j'avais vu blaire. Non, une chala pendant Shabbat à la blaire, non. Ni beurre, ni plata. Le beurre et la plata, c'est la même définition. C'est ça ce que je viens de comprendre. Ouais. Non, j'explique. C'est un feu, ça s'appelle un feu couvert. Or, la chala en question, vous la sortez du frigo, du congélateur, etc. On n'a pas le droit de mettre sur un feu, même couvert, quelque chose qui n'était pas sur le feu avant Shabbat. Tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, si vous vous rappelez, c'est sur un feu couvert, mettre un repas cru avant Shabbat. Oui. Repas cru, certes, mais avant Shabbat. Pendant Shabbat, mais directement, c'est interdit. Encore une fois, vous avez certainement entendu des marloquettes là-dessus et tout, mais en tout cas, ce n'est pas le Rav Forcash. Le Rav Forcash, il est marqué. Non, c'est moi qui ai mal lu l'autre fois. Mettre directement. Par contre, ce que vous savez très très bien, c'est que, et c'est notre minag, vous avez certainement vu ça dans beaucoup de familles, c'est quand on prend des chalotes du congélateur, on les chauffe sur le couvert de la marmite. Ça, oui. Voilà, oui, d'accord, oui, ça, oui. Vous voyez la différence de la santé, c'est que quand vous mettez sur le beurre, c'est finalement un feu. C'est le feu qu'on a couvert avec une tôle. Seulement quand vous mettez sur le couvert d'une marmite, c'est sûr et certain que ce n'est pas le feu. Tout le monde comprend que vous n'êtes pas en train de mettre vachelles, vous êtes en train juste un peu de réchauffer la chala ou le gâteau. Donc d'après vous, quoi qu'il arrive, le Rav Forcash, il fait jamais de différence entre le blaire et une plata. C'est la même chose. Le beurre et la plata, c'est la même chose. Il aurait jamais pu dire on peut mettre quelque chose sur le blaire
mais pas sur la plata. Voilà. Donc j'ai mal lu. C'est Excusez-moi. exactement la même chose, c'est le même dinim. Maintenant, le même rapport Kash, il vous dit que dans la plata, il y a des térim. Rabbi Urbach, Forcache. non, le grand Sfarad, le Rav Ovadia. Rav Ovadia, il permet. Je vous explique pourquoi, mais nous, on ne tient pas cette. D'accord. Rav Ovadia vous dit, je peux prendre, je connais beaucoup de Sfaradim qui prennent leur chalot, leur gâteau, ils mettent sur la plata. Nous, on ne fait pas ça. D'accord, c'est bon. Je me suis trompé. Bon. Moi, j'ai jamais fait le même. Voilà, dans le monde Haredi, c'est très bien. Chez nous, on ne fait pas ça. Bien qu'il rapporte il a rapporté toutes les discussions et pourquoi, le comment, du pourquoi. La conclusion, c'est qu'il y en a qui le font. Okay. Allez-y. J'ai une question. Par rapport à l'introduction de... J'entends plus, madame. Vous m'entendez là? On n'entend plus. Ah, voilà. Ah oui, je viens de remettre mon micro. Par rapport à l'introduction de votre cours tout à l'heure, est-ce que, par exemple, on aurait le droit un quart d'heure avant Shabbat de lancer une machine à laver? Parce qu'on a mis tout le linge, on a mis la lessive, et un quart d'heure avant Shabbat, on appuie sur le bouton et pendant Shabbat, ça va se laver. Est-ce que je peux déduire ça par rapport à l'introduction de votre cours? Voilà. Je vous réponds non. On ne peut pas déduire. Et je vais expliquer la différence. Je ne dis pas que c'est assourd, hein. Je ne dis pas que c'est interdit. Je dis que ce que j'ai expliqué dans l'introduction, c'est des interdits des Rabbanan qui sont kshurim, qui sont liés à la malacha de Bichoul. À la malacha Bichoul, que quand vous mettez quelque chose de cru sur le feu, les Chachamim ont eu peur, parce que tout le monde mange, hein, pas beaucoup de monde lave leur linge pendant Shabbat, par contre tout le monde mange, et tout le monde mange chaud. Donc, si vous mettez quelque chose qui n'est pas complètement cuit, il y a toujours ce crachage de peur qu'on soit amené à attiser les braises. Ouais. Par contre, les Chachamim n'ont pas dit ça sur autre chose. Je veux dire, je vais pas mettre une minuterie de peur que j'allume. Non, il n'y a pas d'exérote comme ça dans les autres melachot. Il n'y en a pas. Dans l'immense majorité, en tout cas. Il n'y a pas de... Maintenant, je vous pose une autre question. Est-ce que j'ai le droit de mettre un robot qui va marcher? Oublions manger. Je ne parle pas de manger. Qui va laver le linge, qui va faire ce que vous voulez. Est-ce qu'on a le droit de le faire avant Shabbat? Oui. Et que Meikaradin, après le din pur et dur, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas d'interdiction. Vous savez très bien que dans les kibbutzim, même dans les kibbutzim religieux, il y a des arroseurs. Ils arrosent pendant Shabbat. Ah oui. Oui, ça arrose. Mais j'ai rien fait. Avant Shabbat, j'ai mis mes arroseurs en marche et puis ils travaillent tout seuls. Il n'y a pas d'interdiction. Mais le problème qu'on a avec les machines à laver, etc., c'est un autre concept qui s'appelle Afshamilta. C'est qu'en général, il y a un bruit et les Chachamim ne veulent pas qu'il y ait un lien de zilzoul de Shabbat. Ça s'appelle Ouvdin Dechol, c'est des mots comme ça. Oui. Un zilzoul de Shabbat, d'aller dans une maison et de voir qu'il y a des machines qui marchent. On a l'impression. Vous voyez, c'est un autre problème. Ça veut dire, à la limite, dans la théorie pure, si on va y arriver certainement, vous avez des machines qui vont être silencieuses, absolument, ça ne sera pas interdit. Je veux même ajouter, pour votre question, madame, c'est que sachez qu'au début, quand les clims sont apparus, les poskim se sont penchés sur le problème que comment la clim peut marcher pendant Shabbat. Voilà, elle fait un bruit, la clim. Oui. Voilà, donc il y a des poskim qui vont dire peut-être c'est interdit de laisser la clim allumée. Ça fait un bruit, comme je suis en train de vous dire, comme la machine, le tambour qui tourne ou la sécheuse qui tourne. Bon, finalement, la conclusion des poskim, c'est que c'est permis, tout simplement parce que le minag, c'est de laisser cette machine marcher tout le temps. C'est un peu comme le frigo. Le frigo qui, vous savez que le thermostat, il fait un tac, qui fait un bruit. Tout le monde sait très bien que le frigo marche tout le temps. Personne ne va lui dire j'ai mis le frigo en marche pendant Shabbat. Parce que c'est une machine qui fait du bruit, vous voyez, et qui marche tout le temps. C'est ça la raison pour laquelle ils ont permis la clim. Mais une machine à laver le linge, à laver la vaisselle, ça ne marche pas tout le temps. Donc si on entend marcher pendant Shabbat, il y a quand même ce zilzoul, on ne sait jamais, on dit comment ça fait qu'il y a des machines qui marchent pendant Shabbat. Voilà la réponse. Donc c'est déconnecté de ce que j'ai dit dans l'introduction. Très bien, merci. Autre question. Allez-y. Rav, s'il vous plaît, concernant la plata de Shabbat, oui. Donc c'est une erreur de penser d'abord comment faut-il servir si on doit servir les enfants, puisqu'on peut retirer le faitout, vous avez dit tout à l'heure, et qu'on peut le remettre, puisque ce n'est pas considéré comme une plaque qui cuit. Pourquoi est-on obligé de faire une distinction
dans la façon de servir. On nous dit qu'il ne faut pas poser définitivement avec la kavana de la remettre. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous ne faites aucune différence donc avec les plats en sauce afin de les mettre sur la plata et ceux qui sont complètement secs. C'est-à-dire que si on ne peut pas mettre une challah, à plus forte raison, on ne peut pas y mettre non plus des borékas sur la plata de Shabbat, alors qu'il y a une erreur qui consiste à nous avoir laissé entendre jusqu'à présent que quand un mets MET était complètement cuit, et surtout si c'était au four, alors on pouvait le faire réchauffer par exemple, un moule en aluminium et poser les borékas sur la plata. C'est deux questions en une. Je vais répondre à la deuxième question, madame. Merci, Rav. Deuxième question, si j'oublie la première, vous me la rappellerez tout à l'heure. Alors, je vous réponds. Effectivement, si vous mettez des borékas sur votre plata ou sur un feu couvert pendant Shabbat, c'est interdit. C'est interdit, tout simplement. Et il n'y a pas de différence, j'ajoute, il n'y a pas de différence entre des bourrikas ou des gâteaux ou des ou un plat en sauce, surtout. Avec un plat qui serait là, qui serait liquide. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Pourtant, on sait très bien qu'il y a une différence entre Davar Lach et Davar Yavesh. C'est que dans Davar Yavesh, En Bishul Acha Bishul, il n'y a pas d'histoire de recuire. Voilà. Pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de différence? Parce que là, je ne viens pas interdire à cause d'un sachage de cuisson. Il n'y a pas de cuisson. Vous mettez une challah sur la plata, vous ne la cuisez pas, vous la réchauffez, c'est tout. Ce n'est pas interdit minatora. Seulement, comme vous la mettez sur ce que l'on appelait en début du shiur un feu couvert, on va dire la plata, c'est un feu couvert, ou bien la gazinière avec une. On va parler de la plata, puisque c'est considéré comme un feu qui ne cuit pas. Voilà, on va parler de la kava, exactement. Donc, vous l'avez mis sur un feu couvert, mettre un repas qui n'était pas sur le feu avant Shabbat, le prendre du frigo d'ailleurs, et le mettre sur ce feu couvert. Il y a une interdiction des Rabbanan qui s'appelle Nir Ek Mevachel. Ce n'est pas Mevachel, vous ne cuisez rien, il est cuit. Mais Nir un observateur qui vous verrait mettre quelque chose qui a un feu, et ça, les Chachamim interdisent. Voilà, ça, il faut bien comprendre cette notion-là. On ne peut jamais mettre quelque chose sur un feu couvert ou pas couvert. On ne peut jamais mettre si le mets en question, le gâteau, le pain, etc., il était hors du feu pendant 1 heure ou 2 ou était dans votre congélateur. On ne peut jamais mettre directement sur un feu, même couvert. La solution que vous avez pour enlever ce problème de Niré Kemevachel, pour enlever ce problème de… C'est un problème de maritaine, en fait, de chinour, c'est un mélange de chinour et de maritaine, exactement. Un jour maritaine, absolument. Alors, comment faire pour enlever ce maritaine? La seule solution qui nous reste, c'est la classique que tout le monde connaît, c'est de mettre sur la marmite qui est sur la plata, parce que tout le monde sait très bien que si vous avez mis une challah là-dessus, c'est pas pour la cuire, hein, c'est pas un acte de cuisson, c'est un chauffage. C'est un peu comme si vous mettez sur un radiateur, tu vois, un chauffage, vous avez un radiateur, on peut mettre une challah sur le radiateur parce qu'on ne fait jamais cuire quelque chose sur le radiateur. Ou bien, certains sont méquilim un peu plus, c'est peut-être, quand vous m'avez parlé du moule, c'est peut-être ça que vous êtes mis de cavenette, on prend un moule, on de le mettre avant Shabbat. Il a 4 ou 5 cm de hauteur. Vous retournez le moule sur la plata et vous mettez une challah, ça vous pouvez le faire. Parce qu'on ne cuit pas sur ou la grille qu'on aurait placée avant Shabbat, c'est possible aussi? C'est quoi, si? Encore une fois, si. Une petite grille que je place toujours sur la plata de Shabbat avant Shabbat. Je vais vous dire oui, mais plus la grille elle est épaisse, et mieux c'est. Vous comprenez? Absolument. Plus elle est loin, plus vous êtes éloigné de la source de chaleur, plus il y a moins ce niré que me vachel, il y a moins de maritime. Voilà. Donc, il faut faire attention. Un jour, j'ai dit une grille, il y a une personne qui m'a trouvé une grille qui faisait 3 mm. J'ai dit, il ne faut pas exagérer quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Il faut quand même, une assiette creuse retournée. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment Chabad et Séfarad. Ça veut dire on ne peut jamais mettre même les pains au chocolat des enfants le matin, quoi que ce soit, sur la plata. Il est impératif de le faire sur quelque chose qui soit un peu surélevé. Voilà. C'est ferme et définitif, alors Bezrat Hashem. Ah oui, mais encore une fois, je ne veux pas dire absolu, parce que non, mais au contraire. Bon, il a suivi le coup, là, vous savez. Non, mais nous avons toujours fait la différence avec ça et avec des plats en sauce. Et on est des centaines, des milliers de femmes à penser comme ça. Qu'un plat en sauce, il était évident de ne pas le mettre, mais que si on voulait mettre des petits pains au chocolat le matin pour les enfants ou réchauffer des choses qui sont complètement sèches et qui sont vraiment bichoul, c'est quelque chose qui vient du four ou qui a cuit complètement,
qu'il nous était permis de le mettre sur la plata Alors, vous direz de ma dans part une à ces assiette. femmes, j'ai très bien entendu. Vous direz Nous à ces sommes femmes, nombreuses, Rav, hein, nous sommes nombreuses. oui, j'ai bien compris. Alors, vous direz à ces femmes là, que ce n'est pas une erreur absolue, parce que certains poskim permettent, mais je veux dire, les poskim sur lesquels on tient nous, hein, je peux vous donner Rabot Shepelstein, Rabot Zner, voilà. Et vous reprenez le Très livre de bien, rapport très bien. il rapporte la Marloquette. Le Rav Zerbib nous suffit, Baruch Hashem. Voilà, oui, bon. Non, mais c'est bien parce que Baruch non, Hashem. pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très bien de dire oui, mais nous on pense comme ça, tel rap, tel rap, tel rap, Eh tel rap. oui, On a fait notre choix, Baruch Hashem, et je sais que je ne vous cache pas que quand il y a une coula, ça ne me dérange pas de donner une coula pour aider les gens, quelquefois, mais il ne faut pas non plus exagérer, vous voyez, il faut pas. très Ça, bien, c'est une très bien. Voilà. Très Ok, bien. autre Et question. l'autre question, c'était, si vous voulez bien, Oui. de quelle façon servir quand on veut servir les enfants et qu'on retire le faitout de la plata parce qu'on doit leur servir à manger avant Oui. que papa arrive. Ou, voilà. Ah oui, c'était la première question, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Si on résume ce que j'ai dit, quelque chose qui était sur le feu, l'enlever du feu, Voilà. le remettre, c'est permis. Pourquoi? Parce que tout le monde Mhm. comprend que c'est le hemcher, c'est la suite de ce qu'on a fait à l'entrée de Shabbat. Absolument. Par contre, quand vous sortez du frigo, vous venez sur un plan de travail, Non. quelque chose de froid, Attraper d'une manière. et vous le mettez sur la plata, c'est quelque chose qu'on appelle nirek vachel, ça ressemble à un bichoul. Maintenant, combien de conditions faut-il pour cacher, en quelque sorte, pour occulter ce nirek vachel, de ce maritime? Oui. Alors là, les Chachamim ont des grandes discussions sur ça. Donc, ce que vous avez certainement appris, c'est quand on a les 4 ou 5 conditions classiques, alors tout le monde comprend que finalement, ce n'est que la suite de ce que j'ai fait avant Shabbat. Je prends ma casserole, je la pose sur la table, mais je la tiens toujours dans la main. J'ai l'intention de la remettre sur la plata. Et je le fais assez rapidement, de telle sorte que le plat n'a pas refroidi. Si j'ai cet ensemble de conditions, tout le monde comprend que finalement, quand je la remets sur la plata, c'est une remise. Elle y était, je l'ai enlevée momentanément pour servir la famille, je la remets. Donc, ça n'a rien à voir avec une nirek, je suis en train d'être. Elle était sur le feu, bon, j'ai eu besoin. C'est un peu comme si j'avais un robinet, j'ouvrais le robinet pour prendre la nappe, en quelque sorte. Le fait que je l'ai dans la main, j'ai l'intention de la remettre et que je ne l'ai pas posée sur la table, et ainsi de suite. Donc, ça s'appelle le hemcher, la suite de ce que j'ai fait Rev Shabbat. C'est permis. Mais mettre les khatrila, prendre du frigo, le mettre directement, ça, c'est une image, c'est une photo, c'est un flash d'un michoul. Et ça, carrément, est interdit à cause de Maritaï. Très bien, très bien. Baruch Hashem. Merci, Rav. Oui, excusez-moi, c'est. Rav, oui, je voulais, s'il vous plaît, est-ce que j'ai le droit de sortir une challah 3 heures avant le repas du congélateur? Pourquoi pas? Parce ça va décongeler? J'avais cru entendre que c'était proche du repas qu'on pouvait sortir. Mais votre problème, c'est quoi? C'est parce que ça va décongeler? Oui, pour décongeler la challah, oui, tout à fait. Et il faut 3 heures. Quand on dit proche, c'est à cause de Borer. On n'a rien à voir avec Borer, on est d'accord. C'est pas interdit. Pourquoi? Parce que la différence, le problème de Nolad, de créer quelque chose de nouveau, quand on fait des glaçons, on fait fondre des glaçons, c'est parce qu'il y a une différence sensible entre l'état de glaçon et l'état d'eau, ou bien l'eau qui passe en glaçon. Et même ça, de toute façon, c'est des discussions, c'est pas évident que ce soit ça. Mais on ne parle pas de ça. Mais quelque chose qui est une challah, donc elle est congelée, elle est dure. Maintenant, elle va être un peu moins dure parce que vous la sortez 3 heures à l'avance. Il n'y a pas de issour dans ça. Et vous savez très bien d'ailleurs que quand vous sortez une challah bien dure, vous prenez un bon couteau de bonne qualité, vous la coupez en petites tranches, elle se décongèle très vite. Oui. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Et je vais même aller plus loin, madame. Vous pouvez même le remettre au congélateur après. J'ai le droit de congeler un aliment pendant Shabbat au congélateur. Oui, au congélateur, parce qu'elle va faire, elle va durcir un petit peu, mais elle ne va pas changer d'état, vous êtes d'accord? Elle était un petit peu lente. Donc, ce n'est pas un vrai changement d'état. Vous pouvez le remettre sur le congélateur, absolument. D'accord. Vous mettez un coca qui était sur la table, vous le mettez au frigo. Et bien la challah, pareil, je la remets au congélateur. Ok, elle va durcir un peu, mais bon, elle était un peu moins dure, elle va être un peu plus dure. C'est tellement peu sensible ce changement que c'est cachère, c'est bon. Ok, merci Rav. Je vous en prie. Bonsoir Rav. En ce qui concerne toujours la challah, si le Shabbat matin, on n'a plus rien sur la plata et qu'on veuille poser une challah, est-ce qu'on peut poser une assiette
sur la plata de façon à ensuite poser sur l'assiette une challah. Réponse positive. Vous prenez une assiette creuse, un petit peu épaisse quand même. Plus elle est épaisse, mieux c'est. Vous la retournez, vous mettez vos gâteaux dessus, c'est motard. D'accord. Merci. Rav, j'ai encore une question. Par rapport à la challah qu'on met sur le radiateur pour la chauffer, alors le radiateur, ce n'est pas Nereke Mevachel, mais si le radiateur il est très chaud, il arrive directement à 45 degrés. Il n'y a pas le problème de bichoul après Afia? Alors, je vous réponds tout de suite que non. Parce que la challah, elle est afouya, elle est cuite au four. Oui. Par définition, c'est-à-dire une cuisson sans liquide. Ah, d'accord. Quand vous la mettez sur votre radiateur, elle va réchauffer sans liquide aussi. Ah, très bien. Vous auriez un problème si c'était morceau de gâteau ou des croûtons que vous mettez dans un liquide et vous mettez sur le radiateur. Là, il y aura un problème parce que ça sera bichoula harafia. Mais ce n'est pas le cas. C'est sec et ça. Vous comprenez? Merci. Je vous en prie. Rav, je voulais vous demander par rapport à ce que vous avez expliqué tout à l'heure sur Sheya. Au niveau du Mechaber. Donc, on a compris que les Rama et le Razaken sont Mekil, que si jamais quelque chose est cuit au tiers ou à la moitié, on peut même le poser sur un feu non couvert. Oui. Je confirme. D'accord. Le Mechaber, par contre, il est marmir. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le Mechaber, il est aussi marmir sur un feu qui est couvert, de poser un plat qui est cuit à la moitié ou au tiers, ou est-ce qu'il exige, ou la Khumra, elle se limite au cas où le feu est non couvert? Le Mechaber interdit tout sur un feu non couvert. Sauf, bon, si vous êtes dans des sougiotes un petit peu, sauf un mets qui serait mixtamek virarlo. Quelque chose que si mijote, il va s'abîmer. Donc, puisque le fait de mettre sur le feu et qu'il n'y a plus de feu saladim, on ne met pas rochesh et maïchatebe. Ça veut dire le seul cas dans le concret pour nous, qui ne va pas bien, il n'y a pas beaucoup, c'est l'eau. Après le Mechaber, on pourrait laisser de l'eau comme ça sur un feu non couvert. Parce que, de toute façon, elle va bouillir sur le feu. On ne va pas être amené à tiser, parce que plus vous attisez, plus ça s'évapore. Donc, c'est négatif. Donc, c'est la seule chose qui est permise d'après le Mechaber. Mais sinon, sur un feu non couvert, rien n'est permis. Et là, moi, je me demandais, du coup, sur un feu couvert, est-ce que le Mechaber, il permet même quelque chose qui est cuit à moitié ou au tiers, ou est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit entièrement cuit avant Shabbat? Sur un feu couvert. Non. Ça pas de marloquet Mechaber Hama. Si le feu est garo bekatoum, vous pouvez mettre un repas cru pour tout le monde. Répétez autour de vous, c'est clair ça, il n'y a pas de marloquet sur ça. Ouais, juste comme ça, vous avez parlé d'un mec qui était cru, vous avez parlé des mecs qui sont cuits à plus que la moitié ou au tiers. Du coup, si c'est un mec qui a un petit peu commencé à cuire, mais pas pour arriver à la moitié ou au tiers, alors c'est quoi les dinim? C'est entre 0 et 1 tiers, par exemple. Ça vous dit entre 0 et 1 tiers, ça s'appelle comme cru. C'est cru, donc ça s'appelle encore cru, pas mangeable. Puisque c'est pas mangeable, la seule condition pour que ce soit permis, c'est que ce soit couvert. Sans couvert, c'est interdit. Ça fait tout le monde. Très clair. Ok. C'est clair? Peut-être juste pour réagir sur une question auquel vous avez répondu. Quand vous avez parlé tout à l'heure de la machine qui fait du bruit, le lave-vaisselle, à la fin du programme, c'est une étuve. Ça veut dire qu'en fait, ça fait que sécher la vaisselle, ça fait que la chauffer. Est-ce que du coup, c'est moutard de lancer le lave-vaisselle avant Shabbat, même si on sait que le programme il va se terminer pendant Shabbat, puisqu'on sait que c'est une partie du programme où la machine elle fait pas de bruit. Et vraiment, elle en fait pas. Ça veut dire, on ne sait pas que c'est juste une étuve, ça fait autant de bruit qu'un four, si vous voulez. Il semblerait que oui. Ouais. Si vraiment vous êtes sûr, on a dit que le fait que les machines travaillent pour nous, il n'y a pas d'interdiction. Il y a juste chez IA, c'est interdiction à cause du fait qu'on va manger. Maintenant, si vous m'affirmez, moi je n'en connais pas, je vous dis, on en a un de bonne qualité, il fait du bruit. Mais si vous m'affirmez que dans certaines positions, étuves, etc., vous êtes sûr qu'il n'y a aucun bruit, ça se lave tout seul, personne n'est au courant, apparemment il n'y a pas d'interdiction. Et alors par contre, il y a quand même juste un bip à la toute fin du programme. À la toute fin. Est-ce que ça vient contrecarrer votre... C'est quoi ce bruit qui est en fin de programme? Un bip pour dire, voilà, le programme est fini. Vous pouvez un bip Oui, voilà. Un bip, je ne pense pas que c'est un problème, parce que vous savez très très bien qu'il y a beaucoup de machines
Ils font un peu de bruit dès qu'on entend le téléphone, un bip, le frigo, le congélateur. Un bip comme ça ne veut rien dire. C'est des bruits comme ça partout. Je ne pense pas, non. Le problème de Maritaïn, c'est quand vraiment on voit la machine qui travaille. Voilà, c'est ça le problème de Maritaïn. D'accord. Donc, ouais, voilà, c'est un bruit continu, persistant. Qui persiste pendant un petit moment, on va dire, et donc on voit que la machine, elle marche. Mais sinon, non. Très bien. Et votre réponse là, c'est universel, en fait, c'est des dîmes de la Gemara, ça, non Ah, c'est sûr, ça, tout ça, c'est vraiment de Maseret Shabbat. Tout ça. C'est aussi vrai pour les Sfaradim que les Hamas. C'est pas une Khumra. Absolument. La seule marloquette qu'il y a entre Sharad et Ashkenaz, c'est la marloquette entre Chachamim et Hanania. Est-ce que quand il n'y a pas, le feu n'est pas couvert et que c'est cuit à moitié, est-ce qu'on permet? Hanania, il permet, comme ça on est possède chez Rabat, et Chachamim interdit, comme ça c'est clair. C'est très intéressant d'ailleurs, c'est une marloquette depuis des milliers d'années, elle se répercute chez les Émoraïs, chez les Rishonim, chez les Araoudim comme nos jours. C'est bon. Au Hachem, vous voyez que chez nous, la marloquette, la marloquette, c'est un signe du temps. Ça veut dire qu'au Hachem, on s'aime, on est tous ensemble. On peut ne pas être d'accord sur cette halachot, et au Hachem, faire un bon lechaïm ensemble. On va finir sur ce mot-là, que bientôt Trimou Shvat, on peut avoir un vote Israël à 22 personnes. Et bien que je ne suis pas d'accord avec toi sur le point de l'halakha, au Hachem, on est d'accord qu'on est tous Jésus et qu'on va avoir un vote Israël pour les autres. Ça, c'est le point Ikari. On peut ne pas être d'accord dans les halachot, dans certains points, même dans les chitotes, quelquefois, dans la manière de prier, la manière d'étudier. Il y a 1000 manières d'étudier, comme les brisqueurs, comme ceci, comme cela. Oh, il y a le pilpou, le pas pilpou, le mot Hachem. L'Ikar, c'est qu'on soit mitkaven, nibo la shamaim. Le Ikar pour nous, c'est d'amener Dieu dans ce monde, dans le temps, dans l'espace, et que Mashiach va nous montrer tout ça très bientôt. Voilà, messieurs, dames. Amen. Merci beaucoup, Rav Zerbib. Merci. Allez, à très bientôt. Vous partez, Rav Zerbib? Vous partez? Dans quelques semaines. Allez, quoi tout va? Vous partez à New York? Vous partez à New York? Non, malheureusement, non, mais je pense y aller un peu plus tard, mais pas pour Youssouat, non. Des bonnes choses. Merci.